Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Un réel plaisir de vous croiser ici en studio, mais aussi de vous croiser sur la rue. Souvent, je me promène, vous venez me parler et c'est vraiment grandement apprécié. Je suis toujours étonnée à quel point les invités peuvent faire une différence dans vos vies. Souvent, on va me dire, quand telle personne est venue, quand elle a dit ça, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose et c'est beau. Je trouve que ça crée Ouvre ton jeu. Puis, n'oubliez pas vous pouvez aussi le faire à la maison. On a 2 jeux en vente. Le jeu vert, qui est le jeu d'ordre général, et le jeu rose, qui est pour les couples. C'est toujours des fois difficile de s'écouter jusqu'à la fin. Alors, le but, c'est d'entendre ce que l'autre a à répondre. Et aussi, vous pouvez l'utiliser si vous faites du dating, vous allez à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez moins. Alors, à ce moment-là, vous pouvez aussi l'utiliser. Alors, ils sont disponibles, sont en vente partout. Et ça aussi, on a vraiment des bons commentaires. Il y en a qui apprennent à se découvrir avec Ouvre ton jeu. Je vais vous lire, en parlant de commentaires, je vais en lire 2 qu'on a reçus. Un de Louise, elle parle de l'épisode avec Maïka Desnoyers. Elle dit, Maïka, tu es belle en dehors comme en dedans. Les réseaux sociaux peuvent parfois être cruels. Les gens s'y cachent pour lancer des mots qui blessent, mais ne laisse pas ces ombres ternir ta lumière. Retiens seulement les beaux messages, car ce sont eux qui reflètent la vérité. Ah ben merci, Louise, de dire ça. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on reçoit beaucoup de messages, c'est pas toujours facile. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Mais des fois, de pas les lire ou encore de retenir ceux qui sont positifs, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas facile. Nicole, elle dit, j'écoute Ouvre ton jeu depuis un moment et je dois dire que ça me touche vraiment à chaque épisode. C'est pas juste un balado, c'est comme si on avait une vraie conversation avec Marie-Claude et ses invités. Ça, c'est un grand compliment. Merci. On rit, on réfléchit, parfois on se reconnaît dans ce qu'il raconte et ça fait du bien. On ressort avec des idées, des réflexions, mais surtout avec ce sentiment qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit. Pour moi, c'est devenu un petit rendez-vous précieux dans ma semaine. Ah, bien ça, on ne peut pas demander mieux que ça. Merci beaucoup d'avoir partagé. Mes partenaires qui sont là semaine après semaine, ça nous permet de vous offrir l'Ouvre ton jeu gratuitement sur les différentes plateformes. On a Karine Jonca, c'est quand même une marque québécoise fondée en 2001 et c'est une entreprise familiale. Elle dirige cette entreprise-là avec son mari Francis. On peut se procurer ses produits dans plus de 1000 points de vente au Québec. Très, très fière de l'avoir comme partenaire. Et elle vous offre 15 % de rabais. Vous vous rendez sur son site web, vous faites des achats et vous rentrez le code promo Ouvre ton jeu 15. Vous avez 15 % de rabais. Même chose pour Marie-Club Espace Mieux-être. C'est la plateforme où on vient de lancer un nouveau programme sur 12 semaines, choisir d'être au cœur de sa vie. Il y a plusieurs ateliers, il y a des causeries, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aller faire un tour, voir à quoi ça ressemble. Donc, vous allez voir ça à partir du marieclaude.com. Et si vous vous abonnez, on vous offre 15 % de rabais avec le code promo Club 15. Eros et compagnie, des partenaires aussi depuis un certain temps. On a même un niveau Eros et compagnie. Alors, si vous avez envie de vous déplacer, vous rendre dans une ambiance chaleureuse, respectueuse et sans jugement, vous pouvez vous rendre en boutique. Il y en a plusieurs à travers le Québec. Mais si vous voulez le faire dans le confort de votre maison, rendez-vous sur leur site web et vous offrent 15 % de rabais avec le code promo ROSE15. On a aussi Optoréseau, 86 cliniques indépendantes à travers le Québec. Et vraiment, ils ont centré leur mission sur le patient pour offrir les meilleurs soins et les meilleurs produits adaptés à leurs besoins. On a aussi Ricardo. Ricardo vous offre 15 % de rabais sur les abonnements à son magazine pour vous permettre de vous inspirer au quotidien avec une foule de recettes et de conseils. Il suffit de vous rendre sur le site web et voici le code promo, c'est Marie-Claude 15, donc 15 % de rabais sur l'abonnement au magazine Ricardo. Mon équipe, sans qui ce ne serait pas possible non plus de faire le Ouvre ton jeu. Caroline Dionne à la coordination, Jérémy Boucher, réseaux sociaux, Elisabeth Lemieux, mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique et Maëlle Ledevin à la captation. Aujourd'hui, je reçois une femme pour qui j'ai le plus grand respect. J'ai fait souvent des entrevues avec cette femme-là. Elle me captive d'abord par son intelligence, sa vivacité d'esprit, sa détermination, sa fougue, ses convictions, son talent. Je parle de Sophie Lorrain. Alors, je suis vraiment contente qu'elle ait accepté de venir s'asseoir avec nous et d'ouvrir son jeu. Alors, on l'attend, place à Sophie Lorrain. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Non, jamais.
Je pensais pas être maman, d'ailleurs. C'est pas parce que je voulais pas être maman, c'est parce qu'on m'a dit que je saurais, que je pourrais pas avoir d'enfant. Alors, j'étais certaine que ça m'arriverait pas. Fait que j'ai fait, je vais mettre une croix là-dessus. Fait que quand c'est arrivé, ça a été une très grande surprise, un choc. Puis en même temps, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis il a fallu que je compose un peu avec tout ça. Mais ça s'est très, très bien passé. Mais ça a été en même temps, j'étais pas préparée du tout, là, dans le sens où moi, les cours prénataux, je suis vraiment nécessaire, je vais pas là. Tu sais, je veux dire, j'étais pas du tout dans le mood. Tu sais, je fais de la respiration, je fais ceci et cela, ma bédaine à l'air, puis tout ça. Là, moi, j'étais comme, OK, il faut gagner sa vie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Alors, comme je vous disais tantôt, j'avais très hâte de la recevoir. Je trouve que c'est une femme inspirante. Vraiment, moi, Sophie, avant de la connaître, elle m'inspirait déjà, et d'avoir la chance de la croiser, d'avoir échangé avec elle, je me sens très, très privilégiée, et très privilégiée aussi de la recevoir à Ouvre ton jeu. Salut, Sophie Lorrain. Salut, Marie-Claude. Comment vas-tu? Ça va bien, là. J'ai un petit fond de rhume, alors la voix est un peu rauque et nasillarde, mais j'espère que tes auditeurs m'en voudront pas. Auditeurs, auditrices. Ben non, m'en voudront pas. Ben non, mais j'espère juste que tu vas être bien pendant tout ce temps-là. Oui, je suis fonctionnelle. Oui. Est-ce que, tu sais, je t'ai déjà reçu souvent aux émissions que j'ai animées à Deux filles le matin ou à Marie-Claude. On a parlé souvent d'hypocondrie. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis encore? Est-ce que tu es encore sensible? Je me gère. Je me suis toujours gérée, mais il y a des moments, je dirais... en fait, je suis arrivée avec les années à arrimer cette hypocondrie-là à des moments précis de stress ou de travail hyper intense. Puis là, à un moment donné, quand je sens que tout est sur le bord de basculer, là, l'hypocondrie embarque. Tu vois? Et c'est là que je fais « Ah, OK. Donc, il y a une peur de quelque chose qui va mal aller. Il y a un stress qui est trop fort. Il faut que je me calme. Il faut que j'évite d'aller sur Internet. » C'est ça, je me disais, Docteur Google, des fois, il joue des tours. J'ai pas besoin de Docteur Google. Moi, je suis Docteur Lorrain. Docteur Lorrain, tu joues des tours tout seul? Écoute, moi, j'ai soigné tellement de monde, Marie-Claude. J'ai toujours été très, très bonne pour diagnostiquer les autres, mais moi, poche à l'os. Non, c'est ridicule tellement je suis niaiseuse pour moi. Mais je suis assez sharp pour mon entourage. OK, donc, est-ce qu'on t'appelle? Tu sais, si quelqu'un est malade, ils vont t'appeler Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas, non, mais je pense que souvent, j'ai souvent affaire à des gens qui sont un peu résistants à consulter leur médecin, tu sais, puis à un moment donné, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas, fait que j'ai pas vraiment de mérite, là. Puis est-ce que ça t'a joué des tours, des fois, pour toi, d'être hypocondriaque? Non, parce que c'est pas à ce point-là. Tu sais, c'est plus risible que d'autres choses. Est-ce que ça m'a joué des tours? Non, je crois pas. Peut-être que mon chum ou ma mère ou ma sœur te dirait autre chose, mon fils. Mais non, je crois pas. Non. OK. C'est pas maladif. C'est pas maladif. Parce que moi, j'ai reçu des gens, des fois, là, c'est comme là, un début de rhume, ils auraient été très sensibles. Non. Ça, le rhume, tu sais, tu gères bien ça. Je gère bien. Mais, tu sais, il y a des douleurs, des fois sourdes, ou des comportements, des petites affaires. Là, tu fais, là, quand ça part, là, ça peut aller très, très vite. Le petit hamster, il roule. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Oh, why not? Hein? Écoute, pourquoi pas? C'est ça, on a fait quand même plusieurs entrevues avec toi. Je trouve ça bien le fun que tu aies accepté. Ça me fait plaisir. Alors, le niveau vert, Sophie, c'est des questions d'ordre plus général. Ouais. Les questions jaunes sont des questions d'ordre plus spécifique. Ouais. Questions rouges, on est quand même des questions personnelles. Uh-huh. La question Spaceman, c'est la question qui va avec la plateforme Patreon. C'est une question de bien-être. OK. Le niveau Eros et compagnie, c'est sensuel
et sexuelle. OK. Et la question Pteroiseau, c'est notre toute dernière question. Et ça, je trouve que ça finit toujours bien, cette rencontre-là qu'on a ensemble. Et tu as ton joker. Si tu trouves que mes sous-questions vont trop loin, que tu veux plus répondre, tu mets le joker sur la table et on passe à un autre appel. Parfait. Puis je le respecte, là, quand je ne vais pas m'obstiner. Tu mets le joker. Alors là, tu vas brasser les questions. Tu peux les brasser sur la table, elles sont quand même grosses, les cartes. Tu m'en donnes 5. 5 dans les vertes? Oui, 5 dans les vertes. OK. 1, 2. Tu fais-tu tirer aux cartes des fois? Des fois. Puis est-ce que ça te guide? Est-ce que ça me guide? Ça me fait plus rire que d'autres choses, puis ça m'amuse. OK. Est-ce que ça me guide? Non, pas vraiment. Il m'en manque une. Oh. Parfait. Donc là, Sophie, je vais te lire les 5. Oui. Tu vas en choisir une à laquelle tu devras répondre. Puis après, je vais en choisir une. Donc, tu réponds à 2 questions sur toutes les vertes. Parfait. Alors, sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quelle place prend l'amitié dans ta vie? Comment réagis-tu à l'autorité? Quel est ton pire défaut? Ou quelle personne a fait une différence dans ta vie? Oh, moi, je pourrais répondre à ça, à toutes ces questions-là, sans trop de problèmes. Je sais pas, là. Veux-tu savoir mon pire défaut? Ben, vas-y donc. C'est quoi J'ai ton un air pire bête. défaut? Ah! Attends. J'ai un air Elle bête est où, cette naturel. question-là? Elle est là. OK. T'as un air bête? Naturel. Oui. OK, mais raconte, c'est quoi l'impact de ça? L'impact de ça, c'est que le problème, c'est que moi, je m'en rends pas compte. Alors, les gens, des fois, me trouvent très tranchante, voire même pas loin de l'arrogance, je sais pas. En fait, c'est difficile pour moi de le définir parce que je me rends pas compte de l'image que je projette. Pas du tout. Alors, c'est peut-être une fausse assurance, je sais pas ce que c'est, mais c'est un commentaire qu'on m'a souvent émis, fait que force m'est d'admettre que entre ça puis l'impatience, je te dirais que ce sont mes plus, je pense que ce sont mes plus grands défauts. Bien, quand j'ai commencé en télé, je vais toujours me souvenir, j'avais soumis ton nom pour une émission. OK. Puis moi, tu sais, je t'ai toujours aimé, là. Tu sais, on se connaissait pas, mais tu sais, t'as une force de caractère, une détermination qui m'a toujours allumée. Puis je me souviens, l'équipe, Sophie Lorrain, t'es sûre? Elle va dire non. Ah oui? Je dis, ben pourquoi on va lui demander? Puis t'étais venue finalement, t'avais accepté l'invitation. Puis toute l'équipe était, ah mon Dieu, mais elle est fine! Ben c'est ça. Ils étaient tous étonnés, tu sais, parce que je pense qu'ils avaient un peu peur. Oui, les gens, en fait, ont peur. Oui. Oui. Mais je pense aussi que ça vient probablement du fait que moi, j'ai eu des parents connus qui étaient dans le métier, qui étaient donc très tu sais, ils étaient devant le public tout le temps, ils prêtaient flanc, donc, tu sais, à la critique, aux commentaires, aux petits journaux à potins, à tout ça, tu sais. Et quand t'es enfant, t'as pas choisi ça. Fait que t'es un peu envahi par ce côté-là. Et moi, j'étais très timide et j'étais pas prête, je pense, à vivre avec tous les aléas de ça. Et donc, ça a été une forme, pour moi, de protection, d'une armure que j'ai probablement construite au fil du temps, puis qui m'a protégée du regard d'autrui ou d'être envahie par autrui, tu sais. Alors, j'ai toujours cette perspective d'essayer de garder un peu de recul. Et aussi, je pense que j'ai terriblement peur de décevoir les gens. Et donc, parce que je sais que ce que je suis n'a rien à voir avec les rôles que j'ai joués ou le travail que j'ai fait. Je suis autre chose aussi. Et je me dis, mon Dieu, c'est probablement pas ça qu'ils veulent voir ou rencontrer ou croiser. Donc, tu sais, il y a toujours une espèce de dualité à l'intérieur de moi qui est en bataille. Donc, c'est probablement pour ça que pendant que mon subconscient puis mon inconscient se mêlent de la partie, ça me donne un air bête, qui est un air neutre, je l'espère, mais qui n'a rien à voir avec un air neutre. C'est pas comment tu sens à l'intérieur. En fait, ce que les gens voient, c'est pas ce que je dégage. Ce que tu dégages. J'ai aucune idée, moi, de ce que je dégage. Je m'en rends plus compte. Mais force est d'admettre que je me suis fait assez dire pour que, écoute, c'était rendu que ma meilleure amie me disait « Hey, ton message, là, sur ta boîte vocale, là, fais un effort. » J'ai un effort. Je dis qui je suis, puis je demande qu'on laisse un message pas compliqué. Tu dis, oui, mais tu sais, un petit sourire dans la voix, un petit quelque chose. Ah, OK. Fait que j'écoutais, puis je le faisais. Elle me disait, c'est beaucoup mieux, tu sais. Fait que tu jouais ton message.
Fallait que tu... Oui, il fallait que je donne une petite chance. Comme un personnage. Oui. Mais là, tu as parlé de ton impatience. Oui. Est-ce que la patience, ça diminue en vieillissant ou ça devient plus aigu? Non, moi, je pense que dans mon cas, je travaille assez pour essayer d'ouvrir cette patience-là. C'est difficile parfois, mais je travaille ça. Je travaille ça parce que ça, je le reconnais chez moi. Est-ce que ça t'a joué des tours, cette impatience-là? Sûrement, mais tu sais, les gens te le disent pas, ils te tassent. Mais sûrement, des fois, j'analyse mal peut-être ce que quelqu'un me dit ou ce que je reçois, puis je fais, ben voyons, que c'est ça, puis je réponds de façon peut-être un peu raide, ou je me fais dépasser en voiture, me tape sur les nerfs, je suis pas fine. Est-ce que tu klaxonnes? Qu'est-ce que tu fais? Mais ça! J'ai une petite voiture, puis je me déplace. Fait que double-moi pas par la droite, j'haïs bien ça. Ah oui, fait que tu le fais sentir. Oui. Est-ce que des fois, dans tes... Mais des fois, je me trompe aussi, hein. Faut se dire, là, on n'est pas... Mais moi, j'aimerais ça en voiture, avoir un petit klaxon, juste « désolé ». Ah oui, bien, il y a ça aussi, parce que des fois, c'est ça, je te dis, des fois, je me trompe, puis là, on essaie de dire, ben excuse-moi, je t'ai pas vu, ou j'ai tu sais, pendant longtemps, je me disais, il y a quelque chose qui a changé chez moi, parce qu'en voiture, je m'apercevais que, je me disais, il y a plus de monde, il y a des affaires que je vois plus, puis je me suis rendu compte, quand j'ai vu un reportage, je pense que c'était à la facture, où je me souviens plus, que les Moses de bord latéral dans les voitures, là, tu sais, là où le pare-brise rejoint les fenêtres de côté, sont de plus en plus larges. Ça fait que tu te retrouves avec vraiment un champ de vision plus restreint. Puis ça te nuit énormément. Puis il y a énormément d'accidents à cause de ça. Puis une fois que j'ai compris que je n'étais pas complètement tarée, puis que ça faisait partie de l'affaire, là, j'aimerais avoir le klaxon. Désolé, parce qu'il y a une quantité de monde, des fois, qu'on ne voit pas traverser la rue ou qui... Tu sais, comme, par contre, par exemple, ici, on est dans le Myland. Hein? On est dans un endroit assez sombre aussi du Myland. C'est un ancien endroit de manufacture, donc pas très résidentiel, sur la rue principalement, donc pas très éclairé, mais où beaucoup de monde travaille, en fait, parce que le building est très occupé. Puis là, à 5 heures le soir, quand les gens sortent, il y a beaucoup de monde, des jeunes trendy, tout ça qui sont habillés en noir, de la tête aux pieds. Si les running shoes blancs n'étaient pas à mode, Marie-Claude, je suis sûre que j'en aurais probablement attrapé 3-4 parce qu'on les voit pas, la rue n'est pas éclairée, ils traversent n'importe comment en regardant le téléphone. Tu sais, c'est pas toujours évident, là. Non, je le sais. C'est vrai que ça fait peur parce que on veut pas ou bien frapper un jamais dans 100 ans. Jamais dans 100 ans. C'est pour ça que moi, j'aimerais ça avoir un petit... Moi, des fois, je klaxonne les cyclistes, mais c'est pas... c'est un avertissement. C'est un avertissement, tu sais, c'est pas une guerre, là. M'as-tu vu? Oui. M'as-tu vu ou quelqu'un qui ouvre sa porte, tu sais, juste comme un... J'aimerais ça avoir des fois juste un petit klaxon. Désolé, mais ou pas, attention. parce que souvent, c'est moi, je klaxonne souvent pour ces affaires-là. J'ai tellement peur de frapper quelqu'un, mais c'est mal perçu. Tu sais, c'est comme, voyons, t'es donc bien agressante. Ben non, je veux juste signaler ma présence. Pour être sûr que. Faudrait que ce soit un petit klaxon mineur, un petit peu cute, un petit peu. Tu sais, c'est comme la cordialité. Oui, exactement. On est cordial, on est habitué d'avoir plus de. Donc, l'impatience. Est-ce que tu penses, comme ta mère est très connue, puis est très reconnue aussi pour peut-être son impatience, est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui. Est-ce que tu penses que ça, il y a comme un préjugé comme défavorable? Probablement, mais j'avoue aussi que l'impatience de ma mère, au fil des années, je l'ai comprise aussi. Quoique, elle a des côtés extrêmement surprenants. Parce qu'il y a des moments où elle est d'une patience sans nom. Mais, puis pour d'autres affaires, pas du tout. Mais elle a certaines impatiences que j'ai aussi. On en partage quelques-unes. D'autres que je comprends aussi parce qu'il y a une expérience puis une expertise qui vient à un moment donné avec le fait que, perds pas ton temps, là. Écoute ce que je te dis ou ce que je sais parce que c'est valable. Et tu vas pouvoir t'en servir à bon escient. Puis ça, ma mère, je trouve qu'elle avait raison sur certains points, là. Ouais. L'impatience, c'est à peu près ce qui revient le plus souvent ici. Sûrement.
Sûrement. On a tous ça. Mais on vit dans une société aussi où les gens en ont de moins en moins, il faut bien le dire, parce que c'est de plus en plus... c'est difficile, le quotidien, maintenant. Tu es stressé tout le temps. Tu es stressé à gagner ta vie, à te soigner, à prendre soin des tiens. C'est difficile, oui. Comment réagis-tu à l'autorité? Très mal. Est-ce que c'est depuis toujours? Oui. Non, en fait, j'étais une enfant très docile, mais j'ai beaucoup souffert de l'autorité. J'avais un père très autoritaire. Et comme mes parents, puis ils étaient français, faut de surcroît, fait que ça, c'est pas fin de dire ça, mais ça ajoute. Ceux qui ont vécu qui ont eu des parents de cette génération-là, peut-être, vont comprendre ce dont je parle en ce moment. Et j'ai eu, parce que mes parents étaient très, très occupés, ils avaient engagé une gouvernante, vraiment, c'était une gouvernante, qui savait probablement tout faire. Elle savait faire la cuisine, elle parlait français, elle parlait anglais, elle savait s'exprimer correctement, ce qui, à l'époque, était une chose assez rare. Elle savait prendre soin des enfants, mais elle était très dure et très autoritaire. Et elle était comme ça avec nous. Et elle avait eu une fille, je crois, oui. Et elle était comme ça aussi avec son enfant. Je veux dire, on n'était pas... c'était pas parce que c'était nous autres. Mais j'ai souffert de cette autorité-là, qui était une autorité un peu bête et sans compromis. Et donc, qui était une autorité, somme toute, pas toujours utile. Par contre, elle m'a enseigné la discipline, et le peu que j'ai aujourd'hui de discipline me vient d'elle. Me vient pas du tout de mes parents, qui avaient un esprit beaucoup plus bohème, un peu plus gypsy. Mais probablement parce que mes parents étaient beaucoup absents parce qu'ils devaient gagner leur vie. Il n'y a pas de blâme, là, c'est juste la réalité de leur quotidien. C'est elle qui a pris soin beaucoup de nous, et ce soin-là était souvent conditionnel à un comportement qui allait en fonction de ses attentes. Et donc, ça avait des conséquences parfois difficiles émotivement pour nous. Mais tu étais docile. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rebellée contre ça? Oui, en fait, quand elle est restée longtemps avec nous, elle est restée pas loin de 10 ans avec nous. Et puis mes parents l'adoraient parce qu'elle était, comme je te dis, très compétente. Quand ma mère était pas là, elle pouvait prendre les messages, elle savait qui était important, qui l'était pas. Tes parents étaient en confiance. Ah, très en confiance. Puis il y avait de quoi aussi, parce qu'elle savait vraiment, elle savait tout faire, là, tu sais. Elle savait soigner les enfants, elle savait écrire des lettres convenablement, sans faire de faute d'orthographe. C'est vraiment une gouvernante. Mais quand elle est partie, te dire que quand j'étais enfant, c'est elle qui décidait qu'est-ce que j'allais porter le matin. Bon, là, à l'école, c'était assez facile parce qu'on était en uniforme, mais quand je revenais de l'école, on changeait puis on portait un vêtement dans la maison. Et c'est elle qui choisissait ce vêtement-là ou le vêtement des fins de semaine, parce qu'elle restait chez nous. Hein, elle partait pas le soir à 5 heures. Là. OK, elle habitait à la maison. Non, OK, quand tu disais pendant 10 ans, là... C'est ça, là. OK. Fait que... Et quand elle s'est mariée, elle a rencontré quelqu'un, puis elle a décidé d'aller vivre avec son mari, bien évidemment. Et puis, ils se sont achetés une maison, puis ils sont allés vivre ensemble. Et quand elle est partie, je n'avais aucun sens des couleurs. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. J'avais pas de... Tu sais, j'avais rien exploré par moi-même, pas grand-chose. Et là, Marc-Claude, j'ai commencé à m'habiller toute seule. Puis là, mais c'était n'importe quoi, là. Je portais n'importe quelle couleur. Je me changeais 4 fois par jour. Et puis là, je me souviens, dans un magasin, m'acheter des pantalons. Il était tellement vert, là, mais il était tellement vert. Je pense que j'ai jamais revu ce vert-là de ma vie. Puis je portais ça avec une chemise rose, puis je me souviens qu'un jour de pluie, ma mère était sortie de sa chambre à coucher après une longue nuit de travail. Elle était passée dans le salon, puis elle m'avait vue avec les pantalons en question. Puis là, elle me dit, ça retourne au magasin tout de suite, là. Je ne vais plus jamais voir ça, parce que dans la grisaille du petit matin, le pantalon flashait, là. Je pense que c'était digne de ce que les brigadiers scolaires portent pour faire le trafic des enfants, là. Tu sais, c'était épouvantable. Donc, c'est la rébellion, je te dirais, elle a commencé là, avec quelque chose d'aussi futile que ça, finalement. Parce qu'après ça, c'est comme, OK, moi, là,
je ne savais pas qui j'étais parce que je correspondais un peu aux attentes de cette personne-là. Toute ma vie, j'avais fait attention à ça. Et donc, quand elle est partie, il a fallu que je commence à me définir. Et je ne savais pas comment me définir. Alors, j'étais un peu perdue. J'étais très timide. J'avais tendance à me cacher dans les jupes de ma mère. Je ne répondais pas. On me parlait. J'étais sans voix. J'avais peur de tout et de rien. Puis petit à petit, il a fallu que passer par une certaine forme de rébellion, oui, pour exister. Parce que tout était décidé pour toi, dans le fond. Oui, tout était pris en charge, tout était décidé, j'avais pas de droit de regard. Puis on avait des attentes aussi, puis il fallait que je corresponde à ces attentes-là. Puis il y avait bien des trucs, tu sais, moi, j'étais pas bonne je me souviens que j'étais pas bonne en division, j'étais vraiment en poche, là. Puis... ma gouvernante, la meilleure solution qu'elle avait trouvée, c'était de me parquer le samedi matin devant un cahier plein de divisions pendant que mes amis étaient en train de jouer dehors, puis je pouvais pas sortir les rejoindre tant que je les avais pas faites, tu sais. Alors, j'étais comme tout le temps comme en pénitence, en quelque part, en punition, tu sais. Puis ça m'aidait pas plus à comprendre la maudite division, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'avais de la difficulté à comprendre l'heure. C'était un concept très conceptuel pour moi. Il n'y avait pas de logique, je ne comprenais pas. Puis ma mère, avec sa grande, comment je dirais, tu vois, son côté gypsy, puis son côté un peu spectacle, m'avait assise sur ses genoux, puis elle avait montré l'heure en 5 minutes, puis les divisions en même pas 4, tu sais. Puis c'est comme si je me disais, ah oui, OK, je comprends. Puis je comprenais qu'elle le faisait dans le jeu, dans le rire, dans la docilité, Puis c'est comme si je me disais, wow, OK, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle veut. Puis cette rébellion-là, elle est passée par ça. Ouais. Parce que ta gouvernante était redevable à tes parents. Ben voilà. Elle était redevable, elle avait une responsabilité immense envers mes parents. C'est qu'elle n'avait pas de lâcher prise. Non, elle n'en avait pas. C'était une femme aussi qui avait connu la guerre en France. Elle était française, elle aussi, qui avait connu des moments très durs dans sa vie. Mais ça, j'ai compris ça beaucoup plus tard. Puis qui voulait nous inculquer que la vie n'était pas toujours facile puis qu'il fallait être capable de passer à travers des épreuves sans s'écraser, tu sais. Mais c'était trop, pour moi, en comparaison avec mes autres amis du quartier, parce que c'est toujours ça, tu sais, si j'avais été dans Mais déjà, t'avais une mère qui travaillait? Ah oui, bien ça, ma mère, là, c'était, écoute, là, c'était la perception que les gens avaient de ma mère à l'époque, là. C'était ridicule. C'était comme, c'était une gypsy, c'était une bohémienne, ça n'avait pas de Moses de bon sens. On était toujours ceux qui étaient pointés du doigt parce qu'on habitait dans une banlieue très banlieue. Et puis, une banlieue de millionnaires. Il y avait les Pélados qui étaient là, il y avait les Mirons, des bétons Mirons, il y avait les Matteuses, il y avait... Après ça, sont venus les Saputo, tu comprends? On n'avait pas d'affaires là. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on était là, mais on était là. Et puis, nous, ben... Mais ta mère était déjà connue, tu sais. Pour ceux qui ne savent pas de qui on parle de Denise Filiatro. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on voit le personnage, oui. Elle était flamboyante. Attends, là, elle n'était pas flamboyante ordinaire, là. Elle se promenait en mini-jupe, avec des perruques, des sandales romaines. Elle avait une Camaro... elle avait une Camaro qu'elle avait accidentée, puis ils avaient appelé au garage pour dire que la couleur originale n'existait pas. En tout cas, ils ne l'avaient pas au garage. Puis on dit, qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Puis je dis, ma mère n'est pas là, mais qu'est-ce que vous avez comme couleur? Puis quand ma mère est revenue, le lendemain, la voiture était à la porte, puis elle était rose shocking pink, là, était avec un toit noir, décapotable et l'intérieur blanc. Puis nous, on avait collé des fleurs dessus, Isabelle puis moi, là, tu sais, des stickers. Fait que c'était ça, ça résume tout à fait le côté un peu foufou de ma mère, un peu artistique. Et la perception de cet entourage-là, parce que je sais pas, quand tu dis on n'avait pas d'affaires là, est-ce que tu avais l'impression que les modes de vie étaient différents? Ben oui, totalement. C'était plus conventionnel? Ben, c'était très conventionnel. Les madames allaient reconduire leur mari à la porte le matin, ils partaient au travail vers, je sais pas moi, 8-9 heures, puis ils revenaient le soir à 7 heures, et certains en limousine déjà. Et donc,
puis nous, moi, ma mère, des fois, venait me reconduire à l'école, elle était en pyjama avec son manteau par-dessus, puis là, on disait non, viens pas, on va prendre l'autobus, ça va être bien correct. La gouvernante allait cueillir des pissenlits dans le champ en face de chez nous pour faire de la salade de pissenlits. Je voulais la tuer. Je me disais non, s'il vous plaît. Je trouvais qu'on avait toujours l'air complètement à côté de la traque, tu sais, complètement. Ma mère recevait Dominique Michel, Donald Lautrec, elle faisait des pool parties. Je voulais pas ça. Je voulais tout sauf ça. Je voulais être dans le moule comme mes amis, tu sais. Mais ce que j'entends, là, c'est que c'est assez dichotomique. Tu sais, t'as ta gouvernante qui, elle, est stricte, rigide, est autoritaire. Puis tu décris ta mère, tu sais, qui est gypsy, qui est un esprit libre, qui est pas du tout de son époque, qui est comme ailleurs. C'est que toi, la petite Sophie, là-dedans, là, c'est pas facile de trouver son identité, non, c'est pas facile parce que c'était deux mondes complètement à l'opposé l'un de l'autre, tu sais. Et il fallait... moi, j'adorais l'univers de ma mère parce que c'était évidemment un univers beaucoup plus ludique, beaucoup plus charmant, spectaculaire, avec de la paillette, de la couleur, de la vie. L'autre était... l'univers de la gouvernante, c'était lugubre. Alors, moi, je voulais tendre vers l'autre sans savoir, évidemment, qu'il y avait des pièges là aussi. Mais en plus, tu sais, toutes mes amies... de quartier, chose que je savais pas à l'époque, avaient des problèmes. Les parents avaient des problèmes, des graves problèmes de santé mentale aussi, d'ennui, tu sais, c'est beaucoup de ces femmes-là étaient des femmes au foyer qui n'y trouvaient pas tout leur bonheur, tu sais, fait qu'il y en avait beaucoup qui étaient ces Valium puis qui étaient sur le dry martini à 11 heures le matin, là. Mais moi, je savais pas ça, j'enviais ça. Ma mère était quelque chose que tu connaissais pas. Exactement. Ma mère était probablement la plus straight de toute la gang. Puis des femmes, des mères presque monoparentales, mes parents étaient séparés, puis qui gagnent bien leur vie. Il n'y en avait pas. Puis encore moins que des mini-jupes puis des bottes à gogo, là, tu sais, il n'y en avait pas. Non. Mais c'est sûr que si tu es un peu timide, comme tu dis que tu étais, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un enfant, parce qu'on n'est pas tout prêt à assumer ça, puis à défendre ça un peu dans le regard des autres, de l'entourage. Non. Moi, je voulais rien savoir de ça. Là. Je voulais pas défendre ça. Je voulais m'annihiler. Je voulais disparaître. Ah, mais c'est quelque chose quand même, ce que tu as vécu, tu sais. C'est une autre... Ça a changé après, assez rapidement, pas tant longtemps après, mais il y a quand même eu cette époque-là où les femmes étaient beaucoup plus à la maison, là. Écoute, puis je te parle de fin 60, début 70, là, c'est pas... C'était comme la fin d'une éra, mais il y en avait encore beaucoup, là. Je me souviens d'avoir vu les mères de mes petites amies et de mes amis en duster, puis c'était toutes des femmes de monsieur très, très riches, là, s'occuper de leur maison, puis préparer les repas, puis attendre que l'autobus scolaire arrive, puis laisse les enfants, puis tout ça, là. Puis à 5 heures, les enfants avaient mangé, ils attendaient leur mari, qui arrivait plus tard après le travail. Il leur avait préparé un autre repas pour passer un peu de temps avec lui. Elle s'était changée. Tu sais, c'était une autre vie. Mais tu sais, moi, j'en ai rencontré de ces femmes-là, là, tu sais, qui ont vécu ça. Une, c'était son mari était ingénieur, puis elle me racontait, elle dit, imagine, là, il m'appelait, là, bon, à soir, mes collègues, là, mes associés viennent manger à la maison, on sera 8. Ouais. Ça veut dire, ben fais un repas pour arrange-toi. Tu sais, elle me disait, j'ai tellement souffert de ça qu'à un moment donné, il a fallu qu'elle se libère, puis qu'elle dise, c'est terminé. Mais elle dit, c'était une convention sociale. Oui, c'était tout à comme fait. Ça. Puis... Tu sortais pas de ça. C'est pour ça que je te dis qu'il y en avait beaucoup elles avaient des lunch dates, là, une fois ou deux par semaine, là, où elles allaient manger au centre d'achat ensemble, là, puis elles allaient boire leur petit dry martini ou bien autre chose du même ordre, le petit daiquiri, là, puis elles revenaient frostés en tabarouette à la maison, j'ai mon temps de le dire. Mais tu sais que ça prendrait, je te dis, je parle à la scénariste, ça prendrait, je trouve, une série qui met vraiment, tu sais, en relief tout ce changement-là. Parce que je trouve que les jeunes n'en sont pas conscients assez, les jeunes femmes. Non, mais tout le monde pense que le féminisme puis le droit à l'avortement puis tout ça, ça tombe du ciel. Mais non, c'est pas vrai.
Non, il y a eu des grandes batailles. Oui, des grandes batailles où quand même des gens ont réussi de façon encore plus forte à changer des choses sans faire couler le sang, là, tu sais, puis en y croyant, puis en allant chercher de l'équité aussi, une certaine forme d'équité pour avoir droit à une certaine forme de parité, puis ça a été difficile. Ben oui, puis il faut continuer. Tu sais, moi, quand je parle à des jeunes femmes, mais justement, tout ça, ce que tu viens de nommer, entre autres, comme l'avortement, ben c'était interdit, là. Tu sais, comme c'est interdit totalement. Dans plein de pays à travers le monde, encore aujourd'hui, en 2025. Plus que jamais, oui. Plus que jamais, puis, tu sais, on a peur d'un recul, mais il faut comprendre, ça a été quoi l'avancée, puis pourquoi on veut pas reculer. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions, puis je trouve qu'on n'a pas tant d'outils, les jeunes n'ont pas tant de références pour comprendre. Puis pourtant, c'est récent dans l'histoire, là. Oui, c'est assez récent. Je veux dire, Chantal Daigle, là, dont on a fait une mini-série, Alexis et moi, avec... il en reste pas moins que le combat de Chantal Daigle, là, c'est tout récent. C'est fin des années 80-90, là. Et moi, je me souviens tellement de ça, toute cette saga-là. Mais ça, dans le fond, quand vous avez décidé de faire l'histoire de Chantal Daigle, est-ce que c'était ça ton besoin de mettre ça en lumière pour dire, regardez, ça a été ça déjà dans un passé rapproché. C'était ça l'avortement, tu sais. Oui, bien, je comprenais que avec certaines avancées au niveau politique, d'ailleurs, de M. Poilievre, pour ne pas le nommer, que c'était déjà très avancé, lui et ses sbires, sur le fait qu'il retournerait peut-être sur la question de l'avortement au Parti conservateur. Et puis après ça, je l'ai entendu dans différents milieux, puis je voyais le trumpisme prendre du pouvoir, puis je me disais, un jour ou l'autre, on va reculer parce que les gens n'ont aucune idée de la bataille, de ce que ça a été. Les jeunes ne savent pas ça, puis c'est important. Je dis, comment ça se fait qu'on n'a jamais rien fait sur cette fille-là? Et en plus, tu sais, les héroïnes féminines, il n'y en a pas beaucoup, hein? Alors, moi, pour toutes ces raisons, je trouvais que c'était important de la mettre à l'écran. On oublie qu'elle avait 21 ans à l'époque, qu'elle était toute seule pour débattre d'une question aussi importante, aussi cruciale, puis qu'on l'a traitée vraiment très durement jusqu'au fil d'arrivée, là, tu sais. Il a fallu qu'elle aille jusqu'à la Cour suprême du Canada pour faire entendre raison à du monde. Puis il y avait, en plus, il y avait une autre question qui était sous-jacente à laquelle j'ai fait plus attention quand on a fait la série parce que je voulais pas légitimer son droit à l'avortement à cause de ça. C'est qu'elle était avec un chum très violent. Et donc, elle avait beau dire « Je ne veux pas de cet enfant-là parce qu'il est, entre autres, violent et j'ai peur des répercussions de ça. » Personne ne la croyait. Et encore aujourd'hui, cette violence-là, c'est quelque chose qui est difficile à faire accepter à la société puis à faire accepter en justice que des hommes puissent être violents. Puis la preuve de ça, c'est que chaque mois, il y a une femme qui décède d'un conjoint violent, tu sais. C'est bouleversant, ça. Oui. C'est bouleversant de ne pas être encore capable. De ne pas être encore capable en 2025 de faire reconnaître ça. C'est un problème. Est-ce que tu penses que ça va changer? J'espère que ça va changer. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas, mais... Aïe, aïe, aïe. C'est une immense question à laquelle je ne peux pas avoir de réponse très nette et très précise parce que ça englobe tellement de problèmes. Tu sais, il y a sous-jacent à ça, il y a tellement de problèmes de santé mentale, il y a tellement de problèmes de manque de confiance en soi. Tu me diras que ça excuse pas tout, mais ça explique quand même bien des choses, tu sais. Ça peut aider à comprendre. Oui, ça peut aider à comprendre. Puis ça donne aussi des voies d'accès pour savoir comment entreprendre la guérison ou la prise en charge de ça, tu sais. Parce que je dis souvent que, tu sais, la misogynie, c'est international, c'est planétaire, en fait. Et puis, ça se décline dans toutes les religions, dans toutes les communautés. Donc, on peut bien revendiquer le christianisme ou être musulman ou peu importe, mais toutes les religions, quelles qu'elles soient, et toute la planète dénigre 50% de sa population. C'est souvent. Je ne dis pas que c'est majoritairement, mais c'est ça pareil, là. Tu sais, dans le cas de la violence, les femmes qui sont victimes de violence,
c'est long avant qu'elles en parlent aussi. Ben, oui, c'est très long. Puis c'est long aussi de reconnaître ses propres mécanismes de défense par rapport à ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a en dessous de cette violence-là, il y a des mots, M-O-U-X, et non M-O-T-S. Il y a des douleurs et des souffrances de part et d'autre, d'ailleurs, qu'on ne prend pas en charge, tu sais, et que la société choisit, je ne sais pas si elle choisit, mais elle n'a pas le temps ou c'est une charge trop forte ou c'est trop confrontant, mais on prend pas ça en considération assez souvent. Est-ce que tu es prête à passer au niveau jaune? Oui. Tu me donnes 4 cartes. 4 cartes. 4 cartes? Oui, 4. Oui, j'ai besoin de dire aujourd'hui 4 cartes. 4, voilà. Alors, je vais te les lire. Tu vas toujours... J'ai toujours mon joker, là. Oui, tu as toujours ton joker. Là, tu vas en choisir une. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une, je vais en choisir une. Okay. Après ça, tu vas répondre à une question par niveau. On est encore à 2. Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Comment ta relation avec l'argent a-t-elle évolué au fil du temps? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter? Mais ça, on y a répondu tantôt, dans le fond. Ouais, okay. Attends, on va en prendre une autre. Puis j'en ai une des deux autres. Tiens. Parfait. Quel trait de caractère as-tu hérité de ton père? Fait que tu en choisis une de ces 4-là. Mon Dieu. Est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents qui t'ont manqué? Ah, moi, je dirais... Pourquoi pas la relation avec l'argent a-t-elle évolué au fil du temps? OK, parfait. Parce que c'est une question... c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de bonne réponse. L'argent, je me suis rendu compte que c'était un outil à un moment donné, pas un gage de quoi que ce soit, mais que c'était un outil et qu'il fallait... Oh my God, comment dire ça? Qu'il fallait s'en servir avec un peu de sourire. C'est-à-dire que si on le prend trop au sérieux, il nous casse les pieds. Puis si on le prend pas assez au sérieux, il nous casse les pieds aussi. Fait que il faut essayer d'avoir une relation assez saine avec pour ne pas toujours céder à la tentation mais en même temps comprendre que si on n'en a pas, on est mal foutu, là. Puis il faut pas le dilapider non plus. Fait que je trouve que l'argent, c'est un bon baromètre pour aiguiser et sa patience, et la convoitise, et ses désirs, et ses besoins, ses demandes. Je trouve que c'est... Puis en même temps, ça peut être anxiogène. Donc, pour pas se laisser happer là-dedans, il faut se parler. Il faut apprendre à se connaître. Puis il faut développer des aptitudes pour bien manier l'outil. Ouais. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu faisais plus attention? Est-ce que c'était... Non, pas du tout. Comme les couleurs, je savais pas, je comprenais pas. On m'avait pas appris vraiment parce que ma mère puis l'argent, c'est une catastrophe. Mon père aussi, en quelque sorte. Mais ils avaient tous les deux, je dirais, le souci de faire attention par bout, là, parce qu'ils savaient qu'ils allaient en manquer ou ils avaient peur d'en manquer. Alors que, donc, moi, comme on me l'avait pas enseigné, on me l'avait pas expliqué, puis je pense que c'est important d'essayer d'expliquer l'argent aux enfants. Non seulement la valeur mais aussi l'outil en soi, de comment s'en servir. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps parce que j'ai vu trop de gens s'en servir adéquatement, puis j'étais impressionnée par ça. Puis je me disais, ils ont compris quelque chose que moi, je connais pas. Donc, j'avais une curiosité par rapport à ça. Mais parce que ça... C'est comme être en paix avec l'argent, ça soulage quelque chose. Mais c'est pour ça que je dis, il faut savoir le manier pour être... C'est sûr que quand t'en as pas, assez pour tes fins de mois, ça, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Dire, ça t'empêche de dormir, ça peut rendre malade. C'est pour ça que je dis, ça peut rendre très anxiogène. C'est une obsession. Puis moi, j'ai vu aussi des gens avec de l'argent... Être très anxieux aussi. Ça les rend malades, d'avoir peur de perdre, d'avoir peur d'être figé par la peur de la perte. Bien, c'est la base de tout, hein. C'est pour ça que je dis, quand tu commences à comprendre la manifestation, là, parce que là, je veux pas être ésotérique, mais dans le sens Soyons-le, j'aime ça, soyons-le. où comment tu te comportes avec ou sans, puis comment ça t'atteint, bien,
Tu régleras pas tout, ça c'est sûr et certain, mais tu vas peut-être être capable de dire, OK, ça là, c'est une phase en ce moment où il y en a, mais, comme disent les Anglais, save a penny for a rainy day. C'est important de faire attention à ce que plus tard, tu puisses en avoir un petit peu de côté si jamais tu as des difficultés. Mais en même temps, si tu deviens pingre, tu n'as plus de vie parce que tu vas te priver de tout, puis tu vas te priver alors que tu en as, puis tu vas priver les autres à un moment donné. Donc, en privant les autres, tu te prives d'une relation saine avec les gens. Ça affecte tout. Je trouve que c'est la base de tellement de choses. Alors, il faut vraiment apprendre à respirer, là, je te dirais, par le nez avec l'argent. Oui, puis toi, tu as eu un métier qui fait en sorte que tu ne sais jamais ce qui t'attend. Non. Ça, tu trouvais ça... En fait, je ne sais pas si tu vis encore comme ça, mais est-ce que ça a été difficile? Ça? Oui, parce que... Oui et non. En fait, ça m'a apporté beaucoup puis ça m'a nui beaucoup. Parce que j'ai toujours eu... comme je te dis, j'ai appris à bien travailler avec, mais j'ai peut-être des fois été un petit peu trop... je dirais... pas prudente, oui, peut-être trop prudente, parce que je me suis dit, mon Dieu, OK, là, attends une minute, là, je suis une femme, OK, je suis comédienne, on n'a pas le droit à l'assurance chômage, on n'est pas pris au sérieux par les banques, je veux dire, c'est pas sûr d'avoir un rôle parce qu'il y a tellement de bonnes comédiennes, bien plus que de bons comédiens, tu sais, c'était le cas à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui. Alors je me disais, comment je vais faire, moi, quand je serai plus en demande, comment je vais... Alors il faut que je diversifie mes avoirs, tu comprends? C'est la même chose que de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, finalement, tu sais. Alors, il a fallu que je trouve des cases où je pouvais aller me prendre, je te dirais, des cours ou savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire ou comment pousser un petit peu plus loin dans mon métier, sur autre chose, développer d'autres aptitudes. Ben, tu sais, les gens... souvent, t'entends ça, je suis allée prendre une formation en ça ou en ci ou en ça. Ben, moi, j'ai pris une formation dans la vie, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, ben voici, j'ai une formation de ça, je peux jouer. Maintenant, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. Qu'est-ce que je peux élargir dans un centre d'intérêt que j'ai, puis qui va faire en sorte que je vais pouvoir faire plusieurs choses et que je ne serai pas frustrée? Parce que ça, c'est bien important. Parce que si je sais pas, ta passion dans la vie, c'est d'écrire un roman, puis il faut que tu deviennes dentiste pour survivre puis que tu ailles ça pour tuer, c'est pas le fun, tu sais. Même si tu gagnes bien ta vie au final. Moi, je voulais rester dans le même domaine. C'est pour ça que j'ai tâté du terrain un peu partout. Mais ça a porté fruit? Oui, ça a porté fruit, mais des fois, je trouve que je me suis peut-être... tu sais, moi, à 30 ans, je pensais que ma carrière était finie. À 35, je me suis dit, oh, 40, c'est dramatique. Tu sais, oui, j'avais un peu ça. Puis je me disais, mon Dieu, hey, t'as rendu compte, ma Sophie, qu'il faut que tu attendes d'exister dans le regard de l'autre? Moi, là, quand j'ai pris pris conscience de ça, là, j'ai fait, ben voyons, c'est bien nul, ça. Parce qu'il faut que tu te fasses choisir. Ben oui, faut que tu sois choisi. T'as rendu compte, Marc-Claude? Moi, je comprends pas comment vous faites les actrices et les acteurs. Je veux dire, je trouve que c'est une des affaires les plus anxiogènes. Tu vas te présenter devant des pairs et là, tu vas faire une audition. Ouais. Puis là, ils vont décider... Que oui, que non. Je vais-tu être appelé, je vais-tu être rappelé, je vais-tu refaire une deuxième audition? Puis ça dure toute votre vie, pratiquement. Tu sais, j'imagine que tu as eu des rôles sans audition aussi. Oui, mais quand même, c'est pas évident. Faut que tu sois choisi. Ouais. Ça veut dire, même sans audition, il y a du monde qui t'ont choisi. Tu vois tes petites cartes sur la table, là, ben ça peut être des photos de, tu sais, 4 ou 5 actrices, là. Puis là, ben il faut que quelqu'un choisisse ta photo à toi puis disent, j'ai envie de travailler avec elle. Puis maintenant, après ça, j'ai envie de travailler avec elle, mais es-tu trop grande? Es-tu trop petite? Es-tu trop jeune? Es-tu trop vieille? Es-tu trop maigre? Es-tu trop grosse? Es-tu trop brune? Es-tu trop blonde? C'est à l'infini! Parce que le travail d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène, c'est de créer un univers qui soit conforme à ce que lui ou elle a envie de faire, de créer une famille qu'elle va amener sur scène ou à l'écran. Et puis, il faut que cette famille-là soit homogène, il faut que tu fittes là-dedans. Il y a tellement d'impondérables, il y a tellement de raisons pour que ça fonctionne pas
que moi, ça me... Mais ça te rend vulnérable, ça? Ben, extrêmement vulnérable. D'où la force des acteurs. Puis je trouve ici, en plus, formidable parce que, je veux dire, on n'est pas si bien payé que ça. Il faut trimer dur pour gagner sa vie correctement. Tu le sais, un très petit pourcentage de l'Union des artistes gagne correctement sa vie. La moyenne, en général, c'est moins de 20 000 par année. Donc, ça te vulnérabilise. C'est incroyable. Il faut vraiment que ça devienne une vocation. Puis là, tu as les jeunes en arrière qui veulent à tout prix être connus. Ils veulent pas être acteurs ou actrices, ils veulent être connus. Ça aussi, c'est un autre phénomène qui vient s'ajouter à ça. Donc, moi, je me disais, oh là 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 là, faut que je trouve d'autres... faut que je travaille autre chose. Faut que tu existes ailleurs. Ouais. Parce que sinon, c'est sûr que tu as une bête dans le ventre. Oui, mais tu vois, c'est vrai puis c'est pas vrai. Tu sais, je regarde, il y a certaines actrices de mon âge qui travaillent tout le temps. Là, je veux dire, ils sont pas mis à l'index pour autant. Là, tu sais, je veux dire, peut-être que j'aurais pu tout à fait m'éviter les grandes sources de stress si j'avais juste joué, tu sais. Mais peut-être que non aussi. Mais probablement que tu aurais pu jouer, tu pourrais jouer, tu aurais pu juste faire ça toute ta vie. Mais il reste que ce que tu viens de dire, d'être choisi, de répondre... Tu sais, le regard des autres, je peux comprendre que c'est quelque chose à vivre. Bien, il y a aussi le fait que, par contre, avec l'âge vient une certaine, comment je dirais, puis ça, je pouvais pas le savoir à l'époque parce que je n'étais pas rendue là, mais vient avec une certaine assurance, une certaine... tu sais ce que tu vaux. Ben, tu sais ce que tu vaux, puis tu sais aussi ce que tu peux ou veux faire, puis ce que tu peux donner ou apporter. Maintenant, tu sais, je veux dire, je comprends, ce que je comprenais pas à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, mon coffre d'outils n'est pas du tout le même que quand j'ai commencé, tu sais. Donc, aujourd'hui, je peux l'ouvrir, puis je peux te sortir bien des affaires. Est-ce que ça va faire ton affaire ou pas comme metteur en scène? Je sais pas, mais moi, j'ai pas mal de trucs, tricks pour m'en sortir, puis pour t'aider, puis pour te proposer quelque chose aussi. Parce qu'un acteur, c'est un interprète. Ça interprète les choses, ça amène à la création. Ta relation a évolué par rapport à ça. Ben oui, énormément. Mais à 30 ans... Ben à 30 ans, t'es comme un chien fou, là. Tu sais, je veux dire, tu veux gagner ta vie. Tu veux peut-être toi aussi fonder une famille, prendre des vacances, travailler avec des gens qui t'intéressent, avoir accès à quelque chose du métier qui te ressemble aussi, puis que tu as envie d'explorer. Donc, si t'arrives jamais à faire ça, bien, il y a un moment où il faut que si tu décides d'arrêter de faire ce métier-là, ça, c'est bien important selon moi, c'est qu'il faut que ça vienne de toi. Il ne faut pas que ça vienne de l'extérieur. Il faut que toi, tu prennes la décision avec toi-même puis que tu te dises à un moment donné, OK, attends une minute là. Tout ce qui vient avec, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Est-ce que je suis faite pour vivre avec ça ou pas? Parce que si je vais être malheureux ou malheureuse, je suis aussi bien peut-être de décider d'aller faire autre chose, puis peut-être occasionnellement de revenir à ça, puis on verra plus tard. Mais de ne pas te faire dire par les autres, ouais, non, peut-être, non, ça leur appartient pas. T'as comme enlevé de la pression. Tout à fait. Sans enlever ton amour de ton métier. Exactement. Tu t'enlèves une bûche, là. Tu t'enlèves une bûche, puis ça... Mais comment la petite Sophie, timide, ouais. qui voulait pas trop déranger, qui voulait rentrer dans le moule, comment... Elle est devenue pas fine et dérangeante aujourd'hui. Non! C'est un travail d'une vie, ça, maintenant! Mais comment t'arrives à dire « je veux être une actrice », tu sais, à prendre cette place-là? Ça a été très difficile, très long et très laborieux, dans un certain sens, parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui, par exemple, ils sont issus d'un milieu familial qui n'a rien à voir avec le métier, puis qu'un jour se lèvent, puis qui se disent « Hey, moi, là, c'est ça que je veux faire. » Mais moi, je fais « Attends, là, c'est envers et contre tous. » Tu comprends? Fait que c'est tellement... Le chemin est tellement pas dessiné d'avance, il n'y a tellement pas de porte ouverte. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Maintenant, quand toi, à l'inverse, tu as des parents qui ont fait ce métier-là, tu sais de quoi il en retourne. Tu le sais. Mais il y a quelque chose aussi que tu ne devrais pas savoir. C'est-à-dire que tu n'as plus la parfaite inconscience des dangers du métier. Tu n'as pas ce qui sert le débutant,
toi, ça ne te sert pas parce que toi, tu as une longueur d'avance qui te nuit plus que d'autres choses, qui te rend plus vulnérable, puis qui te rend à moins que tu aies beaucoup, beaucoup d'assurance, puis beaucoup de talent. Ben oui, tu as beaucoup moins de candeur, puis tu as beaucoup plus de peur, je pense. Mais tu sais, ce que je dis là, ça vaut pour moi. Tu sais, si je prends Xavier Dolan, ça vaut pas pantoute. Tu sais, il y avait des parents dans le milieu, puis ça ne l'a pas empêché d'être ce qu'il est aujourd'hui. Tu sais. Puis il n'y a pas eu cette espèce de côté un peu... on n'a pas la même éducation non plus, tu sais, mais ça ne l'a pas empêché de foncer. Mais moi, oui. Parce que moi, je savais de quoi il en retournait. Oui. Mais tu le fais quand même. Oui, malgré Est-ce que tu es fière de ça? Est-ce que je suis Quand tu te ramènes à ce moment-là, quand tu vois, tu sais, la jeune femme que tu étais... Mais je pense que, tu sais, je l'ai fait pour beaucoup de mauvaises raisons. Puis j'ai fait parce que, bon, oui, j'aimais ce métier-là, mais pas tant non plus. Je pense que le désir profond, c'était de montrer à mes parents que j'étais capable de faire quelque chose. Et qu'ils pouvaient être fiers de moi. Je pense, au départ... tu sais, ma mère, des fois, me regardait quand j'ai commencé à percer un peu, puis elle me disait, mon Dieu, qui l'aurait cru? Qui aurait cru, hein? Qui aurait cru? Parce qu'elle savait d'où je partais. Elle me revoyait, elle, cachée derrière ses jupes. Elle savait la timidité. Puis elle me disait souvent, tu sais, tout ça n'a rien à voir avec le talent. Hein? Il faut que tu arrêtes ça, Sophie. Le talent, ça se travaille, ça se développe. À moins que tu sois vraiment bouché des deux, tu vas y arriver. C'est le travail qui va faire pour beaucoup, tu sais. Puis c'est le conseil le plus judicieux que j'ai reçu en bout de ligne, tu sais. C'est que le travail, il est pour 90 %, tu sais. Puis bon, et oui, il y a un peu de chance, puis oui, il y a un peu de talent, mais j'en connais tellement du monde qui ont bien du talent, Marc-Claude, puis qui travaillent pas, tu sais. Donc, oui, je suis reconnaissante de... J'ai de la reconnaissance par rapport à ça. Je suis reconnaissante de ça, mais je suis toujours un peu surprise du chemin que j'ai parcouru. Toujours un peu surprise. Puis à quel moment t'es tombée en amour avec ton métier? En le faisant. En le travaillant. C'est vraiment c'est une bonne question, ça, parce que c'est une succession de croisements d'affaires qui ont fait que j'ai pris la pleine possession de ce métier-là. Premièrement, la discipline qu'on m'a inculquée quand j'étais jeune, que cette gouvernante-là m'a inculquée, qui m'a servi à avoir la patience, la détermination, mais surtout la persévérance de comprendre, puis de chercher, puis de travailler, puis de bûcher, puis d'apprendre. Ça, là, elle m'a donné ça. Après ça, ma mère m'a donné tout le côté lumineux de ce métier-là, du rire, du côté qui a l'air tellement facile, de l'humour, de l'amour de tout ce métier-là. Elle me l'a transmis. Mon père m'a transmis un autre genre de rigueur, le sérieux, le côté français, le côté noble de ce métier-là, le côté des grands classiques. Puis après ça, je suis allée étudier en Angleterre. Là, j'ai décortiqué dans une autre langue, un autre travail. J'ai fait un autre travail. Fait que, après être passée à travers tout ça, je me suis dit, à un moment donné, je vais trouver le code. Tu sais, pour moi, là, c'est devenu comme trouver le code pour ouvrir un coffre-fort. Je me disais, attends une minute, là, je vais le trouver, le code. Parce que je me trouvais bien nulle au départ, puis je me disais, à force de gosser, je vais trouver le bon numéro. Tu vas le trouver. Ça va tu savais que tu étais dans la bonne pièce, tu voyais le coffre. Je voyais le coffre, c'est exactement, ça. Mais je me disais, il faut l'ouvrir. Faut juste trouver la bonne combinaison. Puis à un moment donné, je me disais, moi, la trouver. Moi, tellement gossé, Marc-Claude, que je vais la trouver. Puis quand je l'ai trouvée, aussi petite cette combinaison pouvait-elle être, d'un petit coffre à un grand coffre, ça m'a donné, là, ça te remplit d'une joie, d'une sensation de bonheur profond. C'est profond, parce que y a rien qui peut battre ça, tu comprends? Ni l'argent, ni la beauté, ni la gloire, ni quoi que ce soit. Tu as l'impression d'avoir conquis quelque chose par toi-même, tu sais. Et tu as aimé ça. Et j'ai aimé ça, puis tu t'oublies. Tu t'oublies parce que t'es incarné, t'as incarné quelque chose, tu sais. T'es dans quelque chose où tu ne te juges plus. Tu te laisses aller, puis tu vois tout d'un coup la partition que la personne t'a donnée,
Puis tu fais « OK, c'est ça. » Puis je peux la twister de même, puis je pourrais aussi m'amuser à la jouer comme ça, puis je pourrais aussi faire ça. Et toutes ces réponses sont probablement valables. Maintenant, je peux amener tout ça à un metteur en scène, une metteur en scène, faire une proposition, puis il ou elle pourra choisir. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai compris ce qu'il y avait à jouer là. Je l'ai décodé. Et ça, jouer, est-ce que ça t'a libéré de devenir un personnage? Bien, ça libère de bien des façons. Ça libère physiquement. Ouais. Ça libère intellectuellement parce qu'à un moment donné, tu fais fi de comme je dis, de toi-même, de tout ce qui... C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont... t'entends souvent ça, des gens qui sont très malades, sont grippés ou ils ont une gastro épouvantable. Ils arrivent sur scène, ils sont capables de chanter, ils sont capables de jouer, puis dès qu'ils quittent la scène, ils sont aussi malades ou sinon pire qu'avant. Mais c'est vrai, ça. Il y a quelque chose du moment où tu commences à être investi, vraiment, vraiment investi, où tu oublies tout. Ton corps ne t'appartient plus, ta tête ne t'appartient plus, tu es dans un état de grâce, vraiment. Puis tu y trouves du plaisir. C'est une belle sensation que tu viens de décrire, là. Ben, c'est comme un athlète, tu vois un athlète descendre la piste de ski là, à toute vitesse, là. Puis c'est ça, tu sais, c'est de pogner les bosses, puis de pogner les flags au bon moment. À la bonne place. Puis faire ton slalom, puis il arrive en bas, il est même surpris par lui-même. As-tu encore le même plaisir quand tu joues aujourd'hui? Oui. Oui. Si j'ai la chance de jouer quelque chose qui me plaît vraiment, oui. Ah oui, tout à fait. Tu t'abandonnes encore de la même façon? Oui, parce qu'il faut... C'est dur de retrouver ça ailleurs? Oui, c'est dur de trouver ça ailleurs. C'est pour ça que c'est une dope, cette affaire-là. Oui. C'est pour ça que ça devient comme une dope, parce que tu veux avoir accès au plus grand choix possible, au choix le plus large. Or, on ne peut pas tout jouer. On ne peut pas, tu sais, je veux dire, peut-être plus aujourd'hui que ça l'était à l'époque, mais la notion de jouer, d'ailleurs, le dit. On dit pas faire, on dit jouer la comédie. Tu sais, it's to play. Puis dans toutes les langues, ça revient à jouer. Donc, jouer signifie s'oublier. S'oublier, c'est s'incarner dans quelque chose. C'est se laisser aller dans l'oubli de soi, finalement. Dans d'autres chaussures, dans une autre posture. Un autre costume, une autre vie. Ah, moi, je trouve ça fascinant. Attends, alors, je vais te demander ça. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Le temps. Ah oui, hein? Oui. Parce que mes parents étaient... tu sais, ce métier-là ici était à créer à l'époque. Et puis, eux l'ont créé... Tu sais, je veux dire, il y a eu très peu de... Il y avait... Les fondements de ce métier-là étaient presque inexistants. Tu sais, je veux dire, il y avait quoi? Il y avait Gratien Gélina juste avant eux, les tournées Grimaldi. Donc, eux sont venus tout de suite après, puis tout était à construire. Ils n'étaient pas beaucoup. Et donc... Et passionnés probablement par ce qu'ils faisaient. Oui, très passionnés par ce qu'ils faisaient. Puis ils étaient obligés d'y mettre vraiment beaucoup de s'investir beaucoup. Et donc, j'aurais aimé avoir plus de temps avec eux. Oui. Mais bon. Mais qu'est-ce qui t'a manqué là-dedans? Est-ce que c'est la spontanéité? Est-ce que c'est de voir... Est-ce que tu voyais tes amis plus avec leurs parents? Oui, c'est sûr qu'il y a toujours un objet de... Ben, tu sais, comme je te dis, ça revient exactement à ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ma mère était pas là quand on arrivait, puis elle nous préparait pas le souper, tu comprends? Ou quand ça arrivait, là, c'était comme party time, parce que c'était très rare. Mais en même temps... les mères de mes amis, ils faisaient le souper, mais ils le faisaient contrarié ou ils le faisaient... automatisé. Oui, automatisé ou amer de ne pas être avec leur mari, de pas... Alors que toi, ta mère avait toujours une folie, ça faisait le souper, ma mère, c'était un événement. C'était un événement. Quand ma mère arrivait, c'était un événement. Il y avait quelque chose de gai dans le sens vraiment gai du terme, de le fun, de ludique, de beau, de rassurant aussi. Tu as eu un enfant? Tu as eu un garçon. Est-ce que tu as été sensible à ça, le temps que tu as passé avec ton garçon? Je pense que oui. Est-ce que je lui en ai donné autant que je l'aurais souhaité? Probablement pas non plus. Probablement pas. Tu sais, c'est très difficile de donner ce qu'on n'a pas reçu. Ah oui, ça, tu l'as senti à ce moment-là? Je le sens. J'ai une grande culpabilité vis-à-vis ça, mais ça, c'est le propre de toutes les filles, je pense, ou de tout être humain. Est-ce qu'il aurait fallu que tu travailles moins?
Peut-être qu'il aurait fallu que je travaille moins, que je fasse certains choix qui auraient été différents pour lui, pour nous. Il y a des choses que je n'avais pas comprises aussi, des choses que j'ai essayé des mouvements que j'ai essayé de refaire de mon enfance pour lui inculquer quelque chose que je pensais qu'il allait lui servir, mais ça sert à rien. C'est pas la même personne, c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. C'est pas donc ça a été c'est un peu niaiseux de ma part, mais bon, on le perçoit seulement plus tard. Puis ça, est-ce que tu en parles avec ton fils? Oui. Okay. Oui. Vous avez une bonne relation? Ah oui, tout à fait. Je l'adore. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et je ne sais pas d'où ça vient, d'ailleurs, parce que... Mais attends, mais c'est extrêmement intelligente. Ah non. Ben non, mais j'étais intelligente, mais lui, il est comme... il y a quelque chose de spécifique. Il y a quelque chose de très spécifique à lui, puis qui peut passer aussi pour une certaine forme d'arrogance, je dirais. Mais c'est quelqu'un dont je suis très fière, ouais. Ah oui? Oui, parce qu'il y a une intelligence émotive, en fait, que j'apprécie beaucoup, qui n'est pas seulement une intelligence intellectuelle, parce que ça, tu sais, tu peux devenir avocat, puis tu devenir un bon avocat, ça, c'est différent. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu peux apprendre des choses, mais tu les mets à ton service, puis au service des autres, comment, tu sais. Puis ton évolution se dessine comment à travers ce que tu as appris, tu sais. En ce sens, je trouve que avec tout le contexte dans lequel il a été élevé, tout ce à quoi il est passé au travers, parce qu'il y a eu des épreuves aussi dans sa vie, je trouve qu'il est devenu et qu'il devient de plus en plus un être complet, complexe et intéressant. Ouais. Ça te rend fière? Oui, très, très. Oui. Niveau rouge? Oui, alors niveau rouge, c'est personnel, ça? Oui, là, on n'était pas personnel encore. Ah, OK. Ben ouais. Tu m'en donnes 3, s'il te plaît. 1. Ouais, finalement, on le devient rapidement dans ce jeu-là. Ben, quelle est ta plus grande source d'insécurité? À quel besoin profond Alexis répond-il? Quel est ton rapport avec la mort? Faut que je réponde aux 3? Non, à une. Quelle est la plus grande source d'insécurité? Quel besoin profond Alexis répond-il? Quel est ton rapport avec la mort? Ben, mon rapport avec la mort, j'en ai parlé souvent. Je sais pas, choisis, toi, je sais pas. Mais on va parler d'Alexis. OK. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble, Alexis et toi? Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça fait plus longtemps qu'on se connaît que qu'on est ensemble. Okay. Je dirais que on se connaît depuis pas loin de 15 ans. OK. Ouais. Et vous travaillez ensemble? Oui. Vous vivez ensemble? Maintenant, oui, on n'a pas vécu ensemble pendant très, 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 très longtemps. Pourquoi? Parce que moi, Parce que moi, je suis pas sûre que le vivre ensemble ne tue pas à plus ou moins long terme la relation. OK. Et là, vous avez fait le choix de vivre ensemble? Oui. Est-ce que tu trouves ça difficile? Mais je pense qu'on est rendu à un moment dans notre vie où c'est plus, comment je dirais, c'est moins difficile. Je pense qu'on avait chacun fait un bout de chemin seul. Alors, ça fait en sorte que c'est moins difficile. Le fait aussi, étrangement, moi, je croyais que le fait qu'on travaille beaucoup ensemble puis qu'on vive ensemble allait être un cocktail explosif. Parce qu'on est un cocktail explosif, là. Faut pas se le cacher. Tu sais qu'ici, c'était notre ancien bureau, hein? Ah oui, hein? Oui. Le local ici? Oui, le local ici. Donc, il vous a entendu vous obstiner, ce local-là? Les murs, si les murs ont entendu ça? Je sais pas. Ah oui, ça... tout le monde, au début, était comme « qu'est-ce que c'est ça? » Oui. Mais OK, parce que c'est comme normal pour vous. Oh, nous autres, on verbalise, là. Non, ça marche pas, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? C'est quoi ça? Parce que les choses vont vite. On essaie on est une très petite compagnie, là, tu sais. Fait qu'on est des créateurs, on n'est pas des vrais producteurs. On est vraiment des créateurs qui sont devenus des producteurs un peu par la force des choses. Puis on veut faire les choses à notre image, mais ou avec ce qu'on a envie de travailler, tu sais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, là, il y a des questions de tout ordre qui se posent. Puis à un moment donné, il faut prendre des décisions, puis il faut essayer d'y arriver. Puis il y a des moments où c'est houleux. Mais vous vivez bien avec ça? Ah, moi, je vis très bien avec ça. Moi, le monde, là, le consensus, là, excuse-moi, là, j'ai bien de la misère avec ça. J'y crois pas. Ah, j'aime ça t'entendre. Moi, Sophie. gentil, c'est pas un métier, là. Bien, c'est parce que des fois, c'est délicat, ça.
Oui, tout à fait. Tu sais, je trouve que souvent, de marcher sur des œufs, tu sais, surtout si tu travailles, puis il faut que tu fasses avancer quelque chose. C'est laborieux. Mais on est quand même dans l'époque des emojis, des émoticônes, et il faut toujours donner comme une intention, des petits cœurs, tu sais, un bonhomme sourire. Tu sais, il y a comme quelque chose de cet ordre-là qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps en politique quand tu fais du bénévolat, mais on décidait bien des affaires. C'était carré. La politique, c'est carré, je veux dire, c'est ça qui est ça, puis tu t'obstines parce que, tu sais, si t'arrives avec des idées, ça fait pas, il y a pas de consensus. Mais non, ça existe pas. T'arrives avec une entente, mais mais c'était en groupe, fait faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Faut que tu trouves un moyen d'y arriver, là. Oui, puis des fois, t'es pas le premier à vouloir en mettre. Non. Fait que c'est ça, tu sais, moi, je suis habituée à quelque chose qui te ressemble, là. Alors, moi, la notion de tout le temps finir sur un namasté, là, j'ai plus de misère avec ça un peu, mais même pas le namasté, tu sais, la notion de... parce que le namasté, c'est comme si, encore là, on se disait... le namasté, c'est comme le bout du bout, tu comprends? Oui. Maintenant, j'apprends à le dire, d'ailleurs, là, pour essayer de me déposer. Mais reste que dans le milieu professionnel ou dans la vie, des fois, ça va vite. Ben, c'est sûr que les petites... Tu sais, comme, faut dire les affaires, là. Ben, faut y arriver. Mais faut être capable de le prendre, là. C'est ça, la difficulté. C'est pas toujours évident. Non. C'est pas toujours évident. As-tu heurté des gens, tu penses, des fois? Oui, sûrement. Mais si les gens me connaissent un peu, puis s'ils apprennent à me connaître, c'est parce je vis avec des responsabilités qui sont assez énormes. Puis j'essaie en général, de pas trop les passer aux autres. Mais mon stress, à un moment donné, finit par se faire sentir. C'est inévitable. Puis ça, c'est un peu malheureux. Parce que j'essaie de l'éviter le plus possible à une tierce personne, mais il y a un moment où je fais, hey, là, faut y aller, là, parce que sinon, on va être dans le genou tout à l'heure, là, puis sérieux, là. Mais je suis aussi, je pense et j'espère, d'une grande aide. Et les gens avec qui je travaille, moi, je veux qu'ils performent, je veux qu'ils soient bons, je veux qu'ils soient en avant, je veux qu'ils soient choisis, je veux qu'ils se sentent choisis. Mais il y a des fois où je fais, attends une minute, là, moi, là, je suis beaucoup dans le no bullshit approach, là, je veux pas, on peut-tu... C'est tellement difficile. On peut-tu y aller clairement, puis honnêtement, puis se dire, ben les vraies affaires le plus possible. Mais j'ai pas toujours envie de les prendre, puis les autres ont pas toujours envie de les entendre. Ça s'appelle la vie, là. Exactement. Fait que quand t'as pas envie de les entendre, t'es entends quand même. Ben oui, j'ai pas le choix. La vie, elle me donne pas le choix des couleurs. Tu sais, j'aime ça, cette expression-là. La vie ne donne pas le choix des couleurs. Non. J'avais jamais entendu ça. Ben, tu sais, regarde en France, par exemple, où le débat est quelque chose de très quotidien, de très... tu sais, mais les gens, quand ils débattent, là, ils s'en vont pas en broyant chez eux en disant « ils m'aiment pas, elle m'aime pas ». C'est pas un regard sur leur personne en tant que telle, c'est un débat d'idées. C'est un débat de... Mais c'est se dégager, avoir une distance. Ben oui, être capable de dire non, je ne suis pas d'accord pour telle raison. Pour le projet, tu sais. Oui, exactement. Mais à un moment donné, c'est sûr que ta personnalité va prendre le dessus à un moment donné, ou ta mauvaise foi, ou ton côté un peu cow-boy. Puis Alexis puis moi, on peut être cow-boy encore plus l'un avec l'autre qu'avec les gens autour de nous. Puis souvent, je vais dire à Alexis, hey, fais attention, sois pas trop cow-boy, puis c'est moi qui le deviens. Puis comment vous gérez ça? T'sais, des fois, ça fait-tu comme des petits accros un peu plus profonds? C'est jamais on a une grande qualité, thank God, merci mon Dieu. On a une grande qualité, c'est qu'on n'est pas... on n'est pas très... l'un envers l'autre, là, on est assez bon, je pense. On a quand même l'intelligence du cœur. Donc, tu sais, on n'est pas très... on s'en veut pas éternellement. On a l'intelligence du cœur de voir que l'autre n'est pas là pour nous faire ou nous vouloir du mal. On a aussi, je pense, cette intelligence émotive qui fait qu'on est capable de passer. On n'est pas rancunier l'un envers l'autre, mais on n'a pas du tout de... Comment on appelle ça? Donc, quand on a de l'admiration l'un envers l'autre, mais on n'est pas... on ne tombe pas à genoux là, devant l'autre, là, tu sais, dans le « Ah, il est donc bon, elle est donc bonne », là, non.
Ça se force pas de même? Non. Puis à quel besoin profond il répond chez toi? Je pense que le besoin profond de... Alexis a des qualités profondes que moi, je n'ai pas. C'est quelqu'un qui est très intelligent puis qui a une perception des gens. Il est très, très, très clairvoyant. C'est quelqu'un qui est capable de très bien juger la personne qui est en face de lui. C'est quelqu'un qui sait très bien naviguer, qui a une logique hors du commun et très rapide d'esprit, très, très vite. Moi, j'ai pas ça. J'ai d'autres choses, mais j'ai pas ça. J'ai pas ça. Est-ce que c'est ça qui t'a plu chez lui? Je pense que oui, parce que c'est quelqu'un qui est capable de décider, de décider rapidement, qui a beaucoup moins, comme beaucoup de gars d'ailleurs, mais qui a beaucoup moins de doutes sur ce qu'il entreprend que moi. Moi, je doute plus que lui. Mais son manque de doute n'est pas dû à un manque d'analyse des choses. Il les analyse hyper vite et hyper bien. Surtout les gens, le comportement, les tractations, les games, les échanges. Il est vraiment très, très bon, très doué pour ça. Parce qu'il faut dire aux gens que ici dans l'espace Attraction, oui. On a le studio, donc que tu avais avant. Oui. Et, mais on se croise parce que tu travailles ici avec Alexis. Ta compagnie est dans les mêmes bureaux. Exactement. Et moi, je le croise, on dirait plus souvent que toi, peut-être, Alexis. Puis à toutes les fois, j'aime ça parce qu'il est bouillant. Je veux dire, il bouille d'opinion, il écoute quelque chose. Puis on t'a écouté ça hier. Il y a quelque chose, comme tu dis, il n'a pas peur, en tout cas, de donner son opinion. Ça, c'est clair. Ah non, ça, il n'a pas peur de donner son opinion, à tort ou à raison. Des fois, je suis un frein un peu à ça pour lui. Comme lui peut être un frein d'une autre façon pour moi, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement spontané. Là. Tu sais, c'est what you see, ce que tu vois, c'est ce que tu as. sais. Puis après ça, il va faire « Ouais, j'avais peut-être pas réfléchi à ça. » Mais là, j'y pense, puis je change, puis c'est ça. Fait que ça, c'est Alexis, tu sais, cette espèce de mouvement. Mais je dois dire que dans le métier que nous faisons, que nous exerçons ensemble, on a un profond respect l'un pour l'autre. Et on n'a pas on fait pas consensus tout le temps, mais on a un profond respect l'un pour l'autre. Donc, quand il dit quelque chose, je vais l'écouter, je vais le recevoir, je vais l'analyser, je vais y penser, je vais y réfléchir, puis après ça, OK, je vais faire ou pas avec, mais je sais qu'il ne me dit pas des choses pour me dire des choses. Là. C'est pas dénué de sens puis d'à propos, là, pas du tout. Donc, le besoin profond, si tu avais à l'identifier, un besoin profond? Ça serait, je te dirais, la connexion hors de tout doute que Alexis ne me veut pas de mal. Tu es en sécurité? Oui. Est-ce que tu as vécu ça souvent dans ta vie? Quelques fois. Mais quelques fois, oui. Mais ça, vous êtes un beau couple. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'entend là, tout le temps. Là. Non? Non. Est-ce qu'il y a des chicanes? Ben oui. C'est quand je te dis qu'on ne fait pas le consensus, c'est pas « Hey, je suis pas d'accord ». Ça peut être explosif? Ah oui, ça peut être explosif. Ça peut être « Bon, mais je m'en vais, salut ». Alexis est bien bon pour un moment donné s'en aller, disparaît. Comment vous reconnectez ça? Ben, c'est le temps qui amoindrit les choses. T'sais, mais avant, là, il piquait des colères assez extraordinaire, là. Tu peux en parler aux gens ici, là. Moi, je suis pas je suis pas du même type, mais lui, il était de ce type-là. Puis là, j'ai réussi à y faire comprendre que c'était pas utile. Et là, maintenant, au lieu de pogner les nerfs puis de gueuler, il dit plus rien, il se lève et il s'en va. Ce qui lui sert énormément. Et qui nous évite des écueils à long terme. C'est une colère sourde. Oui, en fait, c'est bon, ben moi, je m'en vais. Mais ça a un effet aussi dévastateur parce que, tu sais, des fois, ça a un effet gros bébé gâté. Il se lève puis il s'en va. Fait qu'il nous laisse pogner là avec l'argument ou le problème non résolu, tu sais. Mais c'est peut-être mieux que de mettre la hache dans la table. Tu sais, la colère, là aussi, des fois, c'est dans le regard des autres. Tu dis, boy. Tu sais, ça insécurise la colère. Oui, c'est sûr que ça insécurise. Puis en même temps, c'est que la colère est mal vue.
Alors que c'est comme si tout d'un coup, tu n'étais plus capable de te contrôler et de contrôler tes émotions. Alors que je ne pense pas que ça soit du tout le cas chez Alexis, pas du tout. Mais c'est comme un volcan qui a besoin de sortir momentanément pour se calmer après. Il se calme après, c'est ça. C'est pas un état... Non, mais moi, j'ai vu ça chez mon père, j'ai vu ça chez ma mère, j'ai ces espèces de volcans tranquilles, pas tranquilles, mais de volcans. Des tempêtes qui, à un moment donné, quand j'étais petite, d'ailleurs, ça m'effrayait énormément parce que c'était émotivement trop fort pour moi. Puis je pense que pour la plupart des gens, ça peut avoir cette... puis à l'ère du il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, il ne faut pas déplaire, c'est difficile. C'est très difficile. Donc, le retrait est de mise. Le retrait est de mise. Le retrait, comme chez les enfants, tu vas te retirer. Oui, tu vas aller réfléchir. Vas respirer. Tu vas dans le coin. Tu vas parler à ton oreiller. Oui, c'est vrai, hein, les enfants, le retrait. Oui, le retrait. Sinon, tu vas avoir une conséquence. Oui, lui, il n'y a pas de conséquences, là. Ah ben, la vie s'en charge, voyons donc. Je pense que la vie ne cherche pas de nous donner des conséquences. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dirais, hey, respire, va-t'en, laisse faire, c'est pas important, c'est pas utile, en fait. C'est ça, t'es pas colérique, mais t'es direct. Oui, non, je peux être colérique quand je suis vraiment amenée à bout, mais je suis très directe, oui. Et c'est pour ça que j'ai de l'air bête. On revient à la case des Oui, mais je connais d'autres gens comme ça qui sont pas conscients de ça, tu sais. Ah, c'est difficile parce que plus tu essaies d'être fin, plus tu as l'air fauné. Ben oui. Parce que t'es pas tout à fait toi non plus, tu sais. Parce que tu te mets à porter un masque, on en porte tous, tu me diras, celui d'être bête aussi, c'en est un. Mais au moins, c'est celui que je connais, tu sais. Oui, c'est comme si ta face, des fois, elle dit pas ce que tu penses. Exactement. Là. Moi, c'est la première fois, c'est Mélanie Ménard qui m'avait dit ça. Elle dit, es-tu contente? J'étais chez elle, on faisait quoi? J'ai dit oui. Elle dit, en tout cas, tu devrais le dire à ta face parce qu'elle le sait pas. Puis j'avais trouvé ça vraiment drôle comme... oui, comme expression. Ben, comme expression, disant, OK, ça paraît pas, là, tu sais... Mais tu vois, Mélanie Ménard, là, c'est un bon exemple. Tu sais, une fois, j'écoutais une entrevue, puis elle disait que quand elle est sortie de l'école de théâtre, on lui a dit « Toi, il va falloir que tu fasses d'autres choses ou que tu penses à faire autre chose parce que tu vas peut-être, dans les premières années, si tu gagnes 12 000 $ par année, c'est beau, tu sais. » Puis là, elle dit, je suis sortie, j'étais angoissée, puis là, j'ai commencé à faire d'autres affaires, puis elle dit, je me suis rendu compte que, 12 000 $ par année, elle dit, j'en faisais 8 000. Je faisais même pas 12. Je me rendais même pas là, tu sais. Fait qu'elle dit, quand est arrivée l'opportunité d'animer, j'ai fait, OK, parce que, tu comprends, c'est encore une fois, c'est un choix qui fait que tu vas faire d'autres choses qui est complémentaire à ce que tu as reçu comme formation, mais qui t'aide finalement à faire que tu n'es pas frustré, puis que tu peux gagner ta vie convenablement, puis que tu es à l'aise avec ce que tu fais, puis ça vient de toi, tu sais. Oui, ça vient résume à ce qu'on... Oui. Pour faire du chemin sur ce qu'on dit. Oui, toi, tu as élargi ton champ de compétences, puis maintenant, tu piges un peu là-dedans. Puis aussi, même si tu joues pas, j'imagine, toi, tu choisis quand même des acteurs et des actrices. Ah ben oui, tout à fait. Tu le fais maintenant pour ce côté-là. Oui. Donc, tu as cette sensibilité-là aussi. Oui, c'est sûr. Puis j'aime ça. Puis j'aime les acteurs profondément. Et ils me tapent ses nerfs, comme je me tape ses nerfs pour d'autres raisons que je connais par cœur aussi, tu sais. C'est le métier. Puis est-ce que tu penses que pour un acteur ou une actrice, c'est plus facile de jouer avec quelqu'un comme toi qui connaît le métier, qui est aussi une actrice? Mais tu sais, quand tu les observes jouer, quand tu les choisis, est-ce qu'il y a comme une connexion plus grande? Est-ce que tu sais, tes commentaires, est-ce qu'ils sont plus précis? Je sais pas. Tu veux dire quand je les dirige ou quand je joue avec eux? Quand tu les diriges. Quand je les dirige, ben c'est sûr que moi, je pense que je suis assez précise. En fait, j'ai quelque chose à l'oreille, puis je veux l'entendre, je veux le voir, je veux le saisir. Mais j'aime beaucoup travailler le jeu. Comme je te dis, j'ai vraiment trouvé... J'ai trouvé mon petit code, j'ai trouvé ma petite formule, puis c'est que tu es capable de le transmettre. J'espère. C'est bien ça. Niveau rose, Sophie, le niveau Eros et compagnie. Alors, tu me donnes 4 cartes. Là, c'est là que je risque de sortir mon Joker 4 fois. Ah non, je sais que tu vas être super contente. 2, 3, 4. Go. Attends, tu m'en as donné 3. 3.
4. Je sais plus compter. OK, on y va. Quelle place accordes-tu à ta vie intime? Es-tu à l'aise avec la nudité? Quel rôle joue l'intimité émotionnelle dans ta relation avec ton amoureux? Et est-ce facile pour toi d'exprimer tes désirs au sein du couple? Soit tu as différents degrés. T'en choisissais une seule. Une seule? Oui. C'est pas si pire. Es-tu à l'aise avec la nudité? Ah ouais donc. Ah ouais donc. Joker. Tu veux pas répondre? Je vais répondre. Je suis pas, non, je suis pas mal à l'aise avec la nudité, mais je la trouve rarement bien exploitée. Rarement. Puis je trouve que c'est pas... dans quel sens? Tu parles de la mais mettons par rapport à toi, là. Par rapport à moi. T'es-tu à l'aise avec la nudité? Bon, j'ai rien contre. En même temps, ce qui est fatigant avec la nudité, quand tu joues, en tout cas, je parle de métier, là, parce que dans la vie de tous les jours, non, j'ai pas de problème avec la nudité, mais quand tu joues, c'est qu'à partir du moment où tu te fous à poil, tu perds tout. N'importe qui va me dire le contraire, je ne le crois pas. Tu perds totalement ton audimat. Ton spectateur, ton client, tu perds tout le monde. Tu te fais juger dans ce temps-là? Bien, c'est sûr que t'écoutais, puis à un moment donné, floum, t'écoutes plus parce que tu regardes la personne qui est nue. C'est sûr que ton œil va être porté là. Si on jouait tout nu tout le temps, ça serait pas du tout le cas. Mais comme on a construit toute une aura autour de ça, tout un mystère, tout un voyeurisme, toute une histoire, forcément. Alors, t'écoutes plus. Fait que pendant que t'écoutes plus, t'es plus là. Fait que c'est ça, ça a toujours été un peu ma dichotomie avec... As-tu joué nu déjà? Oui, j'ai déjà joué nu. Puis comment... Est-ce que tu veux vraiment que ça serve ton rôle? Est-ce que c'est quelque chose que tu négocies avant? Parce que ça a souvent été une monnaie d'échange, en fait, dans le sens où, pour certains producteurs à une certaine époque ou certains réalisateurs, c'était « wow, on va vendre plus, on va teaser, tu comprends? » Et ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as à apporter à un rôle ou une interprétation. Ou, je veux dire, jouer nu pour jouer nu, oui, mais c'est motivé par quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça apporte? Parce que si ça apporte rien, c'est gratuit. Mais à partir du moment où tu te mets nu, il faut que tu sois conscient que les gens vont t'ausculter. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais c'est d'autant plus important que ça soit motivé pour quelque chose de valable. Par quelque chose de valable. Est-ce que tu aurais pu aller dans un camp de nudistes, toi? Oh... Je pense pas. Parce qu'une fois, je marchais sur une plage. Oui, j'ai eu cette réflexion-là à un moment donné. Je marchais sur une plage. Je pense que j'étais à Martha's Vineyard, ou en tout cas, peu importe. Et puis, j'ai pris une longue marche et je suis arrivée sur une plage de nudistes, mais je me suis pas rendu compte au début. Je pensais il y avait pas tant de monde que ça parce qu'on était en septembre. C'était vraiment la fin de l'été, là. Puis, je marchais sur la plage. Puis, quand j'ai croisé les premières personnes, je pensais que c'était un petit groupe qui avait décidé de se baigner tout nu. Puis à un moment donné, j'ai fait des ciboles. Qu'est-ce que je fais là? Puis là, tu fais comme si tu marches. Puis à un moment donné, tu dis, il faut que je vire de bord, puis je m'en aille. Puis là, j'ai regardé un peu, puis je me disais, t'as du sable. Tu sais, dans ton maillot de bain, t'as du sable. Là, t'as du sable collé dans la fesse, puis t'as du sable qui est poigné ici, puis t'as du sable, ça bisoune. C'est désagréable. Fait que ça a été ça, puis ton constat. Tu brûles. Ouais. Tu risques de brûler encore plus. Fait que, non, ça a été ça, mon constat. C'est que c'est pas si agréable. Peut-être que si t'es sur le bord d'une piscine puis tu fais juste plouche puis tu vas te baigner, tu comprends, peut-être que là, t'es super bien. Mais la notion d'être dans la pierre, dans le sable, dans l'état... Puis en plus, il faut dire, Martha's Vineyard, c'est comme très sauvage, tu sais, avec les petites bébites qui viennent te mordre une fesse, là. Oh! Mais dans ta vie, c'est pas un enjeu. T'es bien avec ton corps. Tu sais, j'ai le corps que j'ai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'aime ça, entendre ça, Sophie. À un moment donné, là, tu sais, faut en venir à terme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est une très, très, très bonne réponse. Parce qu'il y a tellement de femmes qui voudraient dire ça, tu comprends?
Puis c'est plein plein de choses qui arrivent dans leur tête. Ils se comparent quand ils étaient plus jeunes. Tu comprends? Il y a plein d'affaires. Ah non, mais c'est sûr que... Mais en même temps, t'es là. Oui, vieillir, c'est, comme je disais, c'est l'acceptation, tu sais. C'est l'acceptation, c'est le renoncement à chaque étape, tu sais. Mais à un moment donné, tu sais, tu te dis, ben je suis là, puis je suis en santé, en tout cas, je le pense pour l'instant, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Tu ne peux rien y faire. Puis ton corps te sert bien. Mon corps me sert bien, il est pas souffrant, il est souple. Je me dis, ben coudonc, tant Est-ce mieux. que tu t'entraînes? J'ai des moments où je m'entraîne, oui. J'ai des moments où je m'entraîne. J'ai besoin de bouger, moi. J'ai besoin de... Il y a un moment donné où... parce que je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lis énormément. Fait qu'à un moment donné, il faut que je me sorte de ça parce que je viens folle, là. J'ai besoin d'aller prendre l'air. J'ai besoin de bouger, courir, marcher, lever des poids, n'importe quoi, faire du bicycle, mais j'ai besoin. Parce que tu as l'air particulièrement en forme. Ah, je sais pas. Mais je sais que j'ai vraiment... il faut des fois que j'aille prendre l'air parce que c'est un besoin. Oui. Dernière question, Sophie. Ton joker est encore sur la table. Je pense pas que ça va être cette question-là que tu vas sortir. Ah. C'est la question opto-réseau. Quand tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, de quoi es-tu le plus fier? Bien, je vais te répondre ce que la majorité des gens ont dû te répondre. C'est mon enfant, mon fils. C'est probablement... Oui. Oui. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Non. Jamais. Je pensais pas être maman, d'ailleurs. C'est pas parce que je voulais pas être maman, c'est parce qu'on m'a dit que je saurais, que je pourrais pas avoir d'enfant. Alors, j'étais certaine que ça m'arriverait pas. Fait que j'ai fait, bon, ben, je vais mettre une croix là-dessus. Fait que quand c'est arrivé, ça a été une très grande surprise, un choc. Puis en même temps, OK, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Puis il a fallu que je compose un peu avec tout ça. Mais ça s'est très, très bien passé. Mais ça a été en même temps, j'étais pas préparée du tout, là, dans le sens où moi, ben, les cours prénataux, c'est vraiment nécessaire, je vais pas là. Tu sais, je veux dire, j'étais pas du tout dans le mood, tu sais, je fais de la respiration, je fais ceci et cela, ma bédaine à l'air, puis tout ça, là, moi, j'étais comme, OK, il faut gagner sa vie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voulais aussi, ça a été un grand... ça a été un grand vecteur dans ma vie. Ça a été un grand coup de pied au derrière. Parce que quand tu as des enfants, soudainement, tu as une autre responsabilité. Là, c'est plus juste toi. Là. Fait qu'il faut que cet enfant-là, tu puisses le faire vivre, tu puisses l'éduquer, il faut que tu puisses t'habiller, tu comprends, il y a tout ça qui vient avec, tu le sais mieux que moi. Fait que tu te dis, ben là, c'est plus une farce, là, tu sais... je peux plus avoir la même vie qu'avant. Moi, je trouve qu'on perd un peu notre capacité d'émerveillement. Ben, pas d'émerveillement, mais d'insouciance. C'est comme si on perd notre insouciance. Puis, tu sais, je te l'ai déjà dit à quelques reprises, mais un jour, je t'avais écouté à la télé. Je pense que c'était avec Christiane Charrette. Okay. Moi, ma fille, je l'allaitais, ma première. Elle avait pas 1 an, elle était toute petite. Puis, t'avais dit à Christiane Charrette que toi, quand ton fils est né, premier réflexe, la première chose que tu t'étais dit, c'est que tu lui avais donné la mort. Oui. C'est gay, hein? Je me souviens, j'allaitais Angela, puis j'étais... Oh mon Dieu, je t'ai donné la mort! J'avais même pas pensé qu'elle pouvait mourir. Oui. Mais ben, moi, ça a été, c'est ça, quand j'ai un grand choc, ça a été ça. Ça a été en même temps de voir cette toute petite vie qui a tellement besoin de toi. Parce que, tu sais, je veux dire, bon, il va pas comme une petite pouliche ou un petit poulain se remettre sur ses 4 pattes puis aller téter, tu sais. Je veux dire, tout faut que tu sois là. Puis en même temps, tu te dis, mon Dieu, mais je viens de donner la mort. Un jour, cette personne-là, cet enfant-là va grandir, va devenir un adulte, il va mourir. La culpabilité, on peut bien se sentir coupable, Marc-Claude. Puis là, finalement, t'as eu ton fils. Oui. Et tu dis, ça a été ta plus grande fierté. Oui. Est-ce que tu l'as senti rapidement comme ça, comme une grande fierté? Bien, ma mère m'avait dit, tu sais, tu vas voir, parce que moi, je disais, oui, mais tu sais, je sais pas, je vois-tu... parce que j'avais pas une fibre maternelle très développée, tu sais, J'étais un accident, je savais pas, tu sais, c'était pas quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Mais surtout si on t'a dit que ton corps te permettait pas d'avoir un enfant. Fait que quand on m'a dit, attends, quand tu vas le voir puis tu vas l'avoir sur toi, ça va être une toute autre histoire. Et c'est tellement vrai. La minute où
te remets cet enfant-là puis qu'on te le met contre toi, là, soudainement, là, ça prend une autre dimension. Là. Personne ne peut rivaliser avec toi à ce moment-là. Il n'y a pas une compagnie au monde, il n'y a pas un contrat, il n'y a rien qui peut rivaliser avec ça. Rien. Et ta vie a changé à ce moment-là. Ben oui, ta vie change du tout au tout. Pète encore. Mais ça fait la même chose, moi, Angela. Tu sais, quand j'étais enceinte, je me disais, est-ce que je vais être une bonne mère? Tu sais, que ça... Puis quand ils me l'ont donné tout de suite après l'accouchement, là, c'est fini. Ce questionnement-là n'est plus jamais revenu. Non, parce que c'est comme... C'est la responsabilité. C'est un état de fait. Oui, je suis responsable. Exactement. Il faut que je fasse avec. Au pire puis au mieux de mes connaissances, tu sais. Puis ma mère me disait souvent, tu sais, dans la vie, tu fais pas toujours ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Parce que tu as ce que tu as à ce moment-là pour comprendre, tu sais. Fait que ça m'aide des fois à arrondir les coins que je trouve que j'aurais pu faire mieux, tu sais, avec mon enfant. Oui. Ta mère, est-ce que tu la vois souvent? Oui, je la vois tous les jours. J'y parle tous les jours. Oui. Je la vois peut-être pas tous les jours, mais j'y parle tous les jours. Oui. Fait que vous avez gardé cette relation-là de grande proximité? Je dirais plus maintenant qu'avant. Oui, parce qu'il y a une période où je l'ai moins vue parce que j'étais trop occupée à me construire moi-même. Puis aujourd'hui, ben c'est un peu ma sœur et moi qui avons pris le relais de la protéger, de la rassurer, de l'aider. Tu sais, ma mère elle a 94 ans. Incroyable que Denis soit à 94 ans. Oui, fait que, tu sais, il y a une fragilité qui s'installe dans ces chiffres-là, tu sais, dans le grand âge. Et puis, en faire fi, c'est un peu ridicule. Alors, il faut faire avec, il faut apprendre à composer avec ce grand âge-là. Ouais. Est-ce que quand on arrive justement avec un parent dans ce grand âge-là, tu penses à la perte? Ah ben oui. Tu penses... Comment on arrive à habiter cette zone-là? Je sais pas comment l'habiter, mais tu sais, en plus, au cas je voudrais l'oublier, ma mère nous le rappelle constamment. Elle dit tout le temps, les filles, j'ai 94 ans. Arrangez-vous comme vous voulez, là. Fumez-les, buvez-les, enroulez-les dans du papier. C'est 94 ans pareil. Alors, attendez pas ou essayez pas de... C'est comme si encore à 94 ans, tu sais, on essayait des fois de passer par des petits chemins de traverse pour et dire, ben fais attention à ça, ou bois ceci, ou mange ça, là. Tu sais. Puis elle me dit, j'ai 94 ans. Et pour elle, c'est comme si tout était dit dans ce chiffre-là. Puis elle a raison, c'est elle qui a raison. Tout est dit. Il n'y a rien à rajouter. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, 94 ans? Ça veut dire, t'es chanceuse dans ta barouette, t'as 94 ans, puis t'es encore en vie, puis t'as des enfants qui sont près de toi. Mais j'ai aussi une fragilité qui s'installe, puis il faut en prendre note, puis il faut pas fuir ça, tu sais. Puis je fais plus les choses au même rythme qu'avant. Puis, tu sais, j'ai du renoncement à faire, je suis moins rapide qu'avant, puis c'est ça, c'est tout ça, là. Est-ce que c'est une fierté aussi pour toi de l'accompagner, là? À ce moment-là de sa vie, d'être présente? Oui, c'est une fierté. Je ne sais pas si je le perçois comme ça. C'est un devoir, mais c'est un devoir, je te dirais, c'est un devoir c'est un devoir de dignité. C'est pas c'est un devoir de dignité, de qu'elle est le plus, qu'elle soit entourée de ça. Ma sœur et moi, on veut vraiment qu'elle soit bien, puis qu'elle soit bien, qu'on prenne bien soin d'elle. J'aime beaucoup cette expression-là, devoir de dignité. Oui. De lui accorder, de lui donner toute la dignité dont elle peut, auquel elle a droit. Un droit fondamental, selon moi, qu'on oublie très souvent quand les gens deviennent âgés. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sophie? Juste la santé, ça va être bien en masse. Je vais essayer de m'arranger avec le reste. Pas le choix. Merci, Sophie Lorrain. Merci, Marie-Claude. Merci de cette magnifique rencontre. C'est bien fine. Merci. Alors, on se dit, merci tout le monde d'avoir été là, puis on se dit au prochain podcast. Merci. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être.
Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.